20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Affrontement entre conducteurs de taxi-moto et policiers à Kolda. Le commissariat central de Kolda a été saccagé. Tout est parti d'une altercation entre un agent de la sécurité de proximité et un conducteur de mototaxi et son client hier soir. Il a fallu plutôt l'intervention des soldats de la zone militaire pour un retour au calme. Les anciens travailleurs de Dakar Bamako Ferroviaire exigent leurs indemnités de départ à la retraite. En sit-in, ils ont déploré leurs mauvaises conditions de travail. Vous les entendrez au cours de cette édition. Risque de troubles dans le secteur éducatif avec le Sud-Est qui parle de non-respect du protocole d'accord signé avec l'État en 2014. Selon le syndicat, la même situation prévaut au niveau de la corporation. Résultat, il n'exclut pas de déposer un préavis de grève. Les pratiques mystiques dans le milieu sportif, une réalité au Sénégal. La récente CAN des U20 en Zambie a relancé la polémique. Des journalistes sportifs nous disent ce qu'ils en pensent dans ce journal. Puis l'invité de 20h, il s'agit de Sidi Anya et de la FGTS, interrogé par Antoine Diouf. Une interview à suivre comme d'habitude tout de suite après cette édition. Voilà pour les titres de développement à présent. Rebonsoir à tous. Chaude, cette journée de mardi l'a été entre conducteurs de taxi, moto et policiers à Kolda. Le commissariat central de Kolda a été saccagé. Il a fallu l'intervention des soldats de la zone militaire de Kolda pour que les jeunes en furie se retirent de la rue et reviennent à de meilleurs sentiments. Je rappelle que tout est parti d'une altercation hier soir entre un agent de la sécurité de proximité, un conducteur de moto-taxi et son client. Les détails avec notre correspondant à Kolda, Abdoulaye Diallo. Depuis ce lundi nuit, la ville de Kolda est sous le feu des conducteurs de taxi-moto. Ils ont brûlé des pneus et barré la route sur plusieurs axes de la commune de Kolda. La circulation était perturbée pendant des heures. Les jeunes ont saccagé les locaux du commissariat de la police urbaine de Kolda. Ils ont tout cassé sur leur passage. Rien n'a été épargné. Même le domicile du commissaire n'a pas été laissé en rade. À un moment, la foule de jeunes s'est dirigée vers les stations d'essence pour se procurer du carburant en vue d'incendier les locaux du commissariat, ce qu'ils n'avaient pas réussi. Il a fallu l'intervention des soldats de la zone militaire numéro 6 de Kolda pour que les jeunes quittent les lieux du commissariat de police. Et depuis lors, ce sont les militaires armés jusqu'aux dents qui assurent le maintien de l'ordre à Kolda commune. Ces jeunes conducteurs de taxi-moto accusent un agent de la circulation, notamment un policier, d'être à l'origine d'une chute dans les eaux du fleuve de Kolda d'un conducteur de taxi-moto. Le conducteur et sa cliente ont des fractures au niveau des jambes et sont tous internés au service d'urgence de l'hôpital régional de Kolda. Et le médecin que nous avons trouvé sur place déclare que la vie des deux victimes est hors de danger. Cet accident crée la psychose auprès des parents des victimes qui sont issus de familles démunies. Déjà, leur prise en charge médicale pose de sérieux problèmes dans leurs familles respectives. Dakar Bamako Ferroviaire, les travailleurs et retraités de la boîte ont tenu un sit-in pour dénoncer leur situation. Ils exigent le paiement de leurs indemnités, retraites aussi. Ils dénoncent les mauvaises conditions de travail sur le site. Cher Anta Diop, ça l'attire pour la correspondance. Les uns confortablement assis sur des chaises, les autres debout. Au second plan, les retraités de Ex-Transrail, gagnés pour la plupart par le poids de l'âge, ont exprimé leur ras-le-bol face au non-paiement de leur indemnité de départ à la retraite. Les autorités de ce pays et ceux qui gèrent le dossier ferroviaire n'ont pas à cœur le sort de ces travailleurs. Depuis plus de 15 mois, 18 mois, on court derrière cette indemnité. Il est inadmissible pendant que l'État parle de ferroviaire à tout bout de champ. Demandons simplement à ce qu'on soit dédouané, qu'on nous paye notre indemnité. Nous sommes la première génération de cheminots à vivre cette situation. Nous n'avons fait qu'une dizaine d'années au niveau de Transrail. Les plus anciens d'entre nous ont fait la régie des chemins de fer. Ils ont fait la Société nationale des chemins de fer. On est maintenant une soixantaine. Le nombre s'accumule de jour en jour. Au Mali, ils ont déjà payé un premier groupe en 2015. Le grand cadre unitaire des travailleurs du rail, les retraités, font savoir que ce sit-in constitue une première étape d'une série d'actions. Mais nous ne pouvons pas comprendre, avec tout ce rôle que nous avons joué dans le processus de décolonisation de ce pays, qu'on nous traite pour des moins que rien. Et vous avez vu depuis plus de 3 mois, essayez de voir un peu. Il y a des accidents partout dans ce pays. Il y en aura encore davantage, aussi longtemps qu'on ne nous paye pas. Il y en aura aussi longtemps que le chemin de fer ne sera pas conçu comme un outil de développement et de pénétration. On est à la dernière alerte.
il faudra passer sur nos cadavres pour nous payer. Vous savez, dans tous les pays du monde, aucun être humain ne se laisse expatrier de bon gré. La directive de toute oppression, c'est la résistance. Nous résisterons. Ces retraités de Aix-Transrail annoncent une grande marche à travers les artères de la capitale du rail, à laquelle prendront part toutes les composantes de la famille ferroviaire. Je l'annonçais en titre, risque de perturbation dans le secteur éducatif. Le Sud-Est parle de non-respect du protocole d'accord signé avec l'État en 2014. Lenteur administrative, déficit d'enseignants, entre autres problèmes qui persistent toujours au sein de la coopération. Le syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal n'exclut pas du coup de déposer à nouveau un préavis de grève. Ils étaient en conférence de presse ce matin, les détails avec Fatima Ba et Mohamed Dia. Malgré l'accalmie notée dans le secteur éducatif, des problèmes persistent selon le syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal. Lenteur dans le traitement des dossiers administratifs, déficit d'enseignants, entre autres points soulevés par le Sud-Est. Il s'agit des problèmes de reclassement, des problèmes d'intégration, des problèmes de validation, des problèmes de paiement de rappel. C'est le cas des contractuels devant devenir fonctionnaires en bénéficiant des 2/3 de leur ancienneté, dont les dossiers ne sont pas encore traités. Aujourd'hui, on constate que le gouvernement a opté pour une politique de réduction drastique dans le recrutement. Mais mieux, dans certains cas, il y a même un gel dans le recrutement. C'est le cas des inspecteurs, inspecteurs de l'enseignement élémentaire, inspecteurs de l'enseignement moyen secondaire général. C'est inadmissible. Face au mutisme de l'État, Amadou Diaouné et compagnie n'excluent pas de déposer un préavis de grève. S'il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de perspective claire, le Sud-Est n'exclut pas le dépôt d'un préavis de grève sur la base de ces trois éléments, de ces éléments. L'application des accords, de ce qui reste des accords, qui sont des points fondamentaux, mais aussi la question du recrutement d'enseignants qualifiés en nombre suffisant pour le système éducatif. Autre point abordé lors de cette conférence de presse, les élections de représentativité. Pour le Sud-Est, l'État ne pourra pas museler les syndicats non élus. Cela ne va pas empêcher les syndicats d'enseignants de poursuivre le combat pour la satisfaction des points de revendication sur lesquels il y a eu accord avec le gouvernement, mais aussi sur d'autres questions nouvelles, comme la question du recrutement d'enseignants pour le bon fonctionnement du système éducatif. Respect du protocole d'accord signé en février 2014, c'est ce que souhaite le Sud-Est. L'État est appelé à réagir pour empêcher un embrasement dans le secteur. Allez, petite incursion à présent dans l'univers pénitentiaire pour parler des proches des détenus qui se désolent des conditions de visite. L'accès pas du tout facile, le temps qui leur est accordé est peu. À la maison d'arrêt de Rebeuss, les visiteurs appellent à une réorganisation. Le droit à la visite dans les établissements pénitentiaires est pourtant très bien réglementé. Les acteurs judiciaires plaident par ailleurs pour un renforcement de l'assistance judiciaire. Les détails, c'est avec Fatou Kinedem. L'attente est parfois longue. Il s'y ajoute souvent l'absence d'interlocuteur. Dans cette maison d'arrêt, voir un proche est un casse-tête, de l'obtention d'autorisation de permis jusqu'à la visite. L'obtention de permis est beaucoup plus difficile. On vous dit qu'aujourd'hui, on doit octroyer 20 personnes. Imaginez détenir plus de 1000 personnes. On vous dit qu'on va octroyer 20 personnes pour visite. Ça, c'est dommage. Une fois à l'intérieur, le temps est précieux. Si vous avez plus de temps, tu ne feras que 5 minutes. Et vous savez pertinemment que pour 5 minutes, on ne peut rien dire. Vous êtes arrivé, on vous dit que vous avez 5 minutes, tu commences les salutations, on commence à entamer les deux, on vous dit c'est terminé, le temps est terminé, maintenant séparez-vous. Pourtant, le droit à la visite est bien réglementé par le décret 86 portant organisation et régime des établissements pénitentiaires. Le temps de la visite de la personne est de 15 minutes. En dehors, bien sûr, des avocats. Pour les avocats, il n'y a pas de limitation. On a dit 15 minutes, c'est ce que dit le texte. 15 minutes. Et on a dit qu'un agent de l'administration a le droit d'être présent pour entendre ce qui se dit et même éventuellement voir ce qui se remet, parce qu'il n'y a pas de remise possible. Mais les conditions dans lesquelles se déroulent en réalité les visites ne respectent pas justement cette nécessité-là d'un dialogue entre la personne et son visiteur. Ces jeunes hommes en profitent pour dénoncer les conditions de détention.
Certains passent tout leur temps ici à Rebeuss et une fois arrivés au procès, certains sont relaxés, d'autres sont acquittés pour des doutes. Une situation qu'on pourrait régler, il suffit juste d'accroître l'assistance judiciaire. Il faut renforcer l'équipe pour en arriver, pourquoi pas, à une audience par semaine, si c'est possible. Et il ne faudrait pas aussi que les affaires soient mises en délibéré, pour un délai assez long. Je pense que la chambre criminelle, quand elle siège, elle doit pouvoir statuer le même jour ou alors à tout le moins le lendemain. Donc, par exemple, ça c'est pour les affaires criminelles. Mais pour les autres affaires, il faut renforcer le personnel magistral, renforcer les moyens de la justice. Plus de 3000 Sénégalais sous les verrous, un chiffre qui dépasse largement les capacités d'accueil. Et nous restons avec l'avocate maître Ndeye Fatou Touré qui estime que priver de liberté ne veut pas dire priver de ses droits. Il y a des droits fondamentaux à respecter dans les lieux de détention. Je vous propose à nouveau de l'écouter et toujours au micro de Fatou Kinedem. Si la personne en arrive à être détenue provisoirement ou si elle en arrive à purger une peine après avoir été jugée, elle possède des droits fondamentaux, imprescriptible et intangible. On ne doit pas la maltraiter, on ne doit pas la torturer et nous avons une convention de 1984 contre la torture et autres peines et traitements inhumains, dégradants. Nous avons même un protocole de 2002 à cette convention. C'est ce protocole-là qui a donné naissance à la création au Sénégal de ce qu'on appelle un mécanisme national qui est appelé observateur des lieux de privation de liberté. Elle a droit à l'intégrité physique, on ne doit pas la torturer, elle doit manger, quand elle est malade, elle doit être soignée, c'est une obligation, et elle ne doit pas être coupée de l'extérieur, c'est-à-dire quand même de ses parents, de son entourage et même de ses amis. Allez, parlons politique à présent avec le Grand Parti dans la rue ce 22 mars à Guédiawaye. Les militants du Grand Parti vont marcher pour la libération du maire de Dakar, mais aussi les autres détenus politiques. Ils ont fait face à la presse lors d'une conférence tenue à leur siège départemental. Le responsable des jeunes du Grand Parti libéré après 72 heures de garde à vue au commissariat de Guédiawaye pour faux et usage de faux et certificats de résidence a porté leur parole. Mor Diaw, c'est son nom. Il se lave à grande eau et charge Aliou Sall. Ses propos sont recueillis par nos correspondants dans la banlieue, Salih Sow et Asmalik Diop. Nous luttons pour la préservation des libertés. C'est pourquoi d'ailleurs nous exprimons notre soutien à l'endroit de M. le maire Khalifa Sall et le maire Bamba Fall pour dire que nous sommes de tout cœur avec eux. Et d'ailleurs, sur ce, et pour la lutte pour la préservation des libertés, nous allons faire une marche à Guédiawaye le 22 mars à 16h ici à Guédiawaye. Si le fait de dire qu'Aliou Sall est un cas de transfert à Guédiawaye constitue un délit, je pense que nous allons continuer à faire ce délit-là. On le dit et on le répète, Aliou Sall est un cas de transfert à Guédiawaye. D'ailleurs, on profite de l'occasion pour demander au président de la République, M. Macky Sall, à sortir le rapport de l'IGE par rapport à l'affaire Petrotim. Parce que quand même, Aliou Gaz doit nous édifier par rapport à ce dossier-là. Le réseau des enseignants apéristes a un nouveau patron. Il s'agit d'Ahmed Suzanne Camara. Il a été porté à la tête de la structure. 37 coordonnateurs ont pris part à cette assemblée générale tenue à Hambourg. Cette structure était en léthargie depuis bientôt un an. Ahmed Suzanne Camara compte donner du sang neuf au réseau des enseignants apéristes. Compte rendu de cette assemblée avec Charanta Diop et Seylatir. Ahmed Suzanne Camara est le nouveau patron du réseau des enseignants de l'Alliance pour la République. Il a été porté à la tête de cette structure par ses camarades. Plus de 37 coordonnateurs départementaux ont fait le déplacement pour assister à cette assemblée générale. Pour Ahmed Suzanne Camara, l'attente a été longue et ce changement va apporter du sang neuf au réseau des enseignants de l'APR. Ça fait déjà presque plus d'un an. Cette situation, elle est là. Notre camarade, le ministre Touré, que nous respectons beaucoup, avait présenté sa démission et nous avions déjà alerté le parti pour que le parti statue sur cette situation. C'est vrai qu'il y a eu des rencontres pour peut-être dépasser cette situation
Maintenant, les camarades ont jugé nécessaire qu'ils ont beaucoup attendu. Maintenant, c'est normal que la structure fonctionne parce que beaucoup, ce sont des enseignants mais qui ont été laissés en rade. Ou bien aussi qui n'acceptaient pas de militer dans la structure. C'est pour cela qu'on a pris nos responsabilités et on a mis en place la structure nationale. Entre Ahmad Suzanne Camara et Youssou Touré, le courant ne passe plus. Youssou Touré, l'ex-coordonnateur, ne veut pas lâcher le morceau. Il entend convoquer lui aussi une assemblée générale avec ses affidés. Je l'ai appris dans la presse, mais je pense qu'on verra, en tout cas d'ici le 25, ce qui va arriver. En tout cas, c'est la date du 10, 11, 12 qui a été annoncée en première au niveau de la presse. Maintenant, si après on s'appuie sur cette date-là de Saly pour créer une autre rencontre ou bien appeler à une autre rencontre, on verra d'ici là. La structure est entre nos mains. Je suis le coordonnateur des enseignants de la paire. Youssou Touré, c'est l'ex-coordonnateur. La tension est vive au sein de la coordination du réseau des enseignants de la paire. Le nouveau patron des enseignants à Paris dit être ouvert à tous les enseignants pour faire fonctionner les réseaux en léthargie depuis un an. Et puis si vous suivez de très près l'actualité politique, vous avez certainement remarqué qu'un an après le triomphe du oui lors de la consultation référendaire du 20 mars 2016, eh bien, la matérialisation du statut de chef de l'opposition tarde à se concrétiser. Une situation diversement appréciée par les interlocuteurs interrogés par nos reporters. Le coordonnateur de Manko Wattu Sénégal, par exemple, parle de manque de volonté politique du chef de l'État, alors que le porte-parole de la Ligue démocratique soutient que le moment venu, eh bien, la disposition relative au statut sera appliquée. Leur point de vue consigné dans ce reportage, il est signé Chertidiane Dione. Le statut du chef de l'opposition parmi les points qui avaient fait l'objet de la consultation référendaire du 20 mars 2016. Un an après, sa matérialisation tarde à se faire. On n'en est nulle part, puisque effectivement la constitution qui a été adoptée au forceps par Macky Sall à travers son référendum là, dit à l'intérieur que l'opposition, on lui donne des droits à exercer son rôle de s'opposer au gouvernement, à encourager la transhumance politique et dernièrement à leur trouver des affaires en justice pour les mettre hors d'état de faire de la politique. Il peut être difficile de trouver une modalité actuellement pour l'appliquer, parce que l'opposition, la majorité parlementaire protestera renouvelée à l'Assemblée nationale. Nous aurons d'autres forces qui seront présentes à l'Assemblée nationale. On n'a pas encore commencé les discussions. Si la classe politique se mettait d'accord pour commencer les discussions aujourd'hui avant les élections, nous au niveau de la démocratique, on n'a pas de problème. Dans tous les cas, la position de la Ligue démocratique est que le moment est venu de trouver peut-être les modalités les meilleures pour appliquer cette disposition de la position relative au statut du chef de l'opposition. Est-ce un manque de volonté politique? Pas du tout un démocrate, je pense que c'est un dictateur. Déjà dans son parti, il a réduit tout le monde au silence. Les ABC, tout cela, là, on ne les entend plus. Et c'est comme ça, si on le laisse faire, il va réduire les Sénégalais au silence. Je ne sais pas si c'est manque de volonté politique de la part du président de la République, ou bien il n'a pas encore l'opportunité de le faire, mais j'en appelle à la volonté politique du président de la République, j'en appelle à la volonté politique de l'opposition, pour que l'opposition, la majorité, tout le monde se retrouve pour quand même enfin trouver un statut du chef de l'opposition. L'article 58 de la Constitution garantit un statut qui permet au chef de l'opposition de s'acquitter de ses missions. Aujourd'hui, les relations entre pouvoir et opposition et la crise qui secoue certaines formations politiques semblent compromettre l'application de cette disposition. Allez, parlons de tout à fait autre chose à présent avec ce vol perpétré auprès d'une institution bancaire, la CBAO victime à son tour d'un run bank ou ruée bancaire si vous préférez, après qu'un informaticien a donc réussi à soutirer plus de 500 millions de francs CFA à l'institution. Un grand nombre de clients a retiré de l'argent d'un seul coup. Plusieurs comptes se sont vidés, les clients tentant ainsi de préserver leurs deniers après ce vol perpétré dans leur banque. Ibou Diouf et Diafaraba pour les détails. Suite à une défaillance, braquage ou cybercriminalité d'une institution financière, un grand nombre de clients d'une banque craignent qu'elle devienne insolvable et retirent leurs dépôts le plus vite possible. On parle souvent de ruée bancaire, panique bancaire ou run bank. Ruée bancaire, c'est le fait que les agents économiques qui ont des comptes au niveau de la banque pensent qu'il peut y avoir une crise
ou bien un risque de perdre leur dépôt, en fait, se ruent vers la banque pour récupérer leur argent. Et tout le monde, pour qui connaît la banque collecte l'argent des déposants pour octroyer des crédits. Donc une bonne partie de l'argent déposé par les clients est déjà octroyé. Et donc si les clients maintenant viennent en même temps, la banque est obligée de leur donner une partie de leur épargne. L'arrêt bancaire n'occasionne pas forcément faillite. Ces institutions financières ont pris les devants pour parer à d'éventuelles situations. Il n'y a pas encore de danger parce que les fonds propres de la banque dépassent largement en fait cette somme-là. Parce que la banque a ce qu'on appelle des fonds propres de 10 milliards, des provisions qui tournent autour de 10 milliards aussi. Et tout cet argent-là, c'est l'argent de la banque. Face à la cybercriminalité qui gagne du terrain, les banques sont obligées de se mettre à jour. Aux pays américains, aux États-Unis par exemple, les gens mettent en place des stratégies. Les grands groupes, si vous trouvez en fait une faille dans leur système, alors vous avez plus de chances d'être recruté par la boîte que d'être emprisonné. Parce que le problème c'est quoi? Vous arrêtez X, Y va faire la même chose. C'est pareil pour les banques. Ils peuvent être attaqués par des cybercriminels qui veulent mettre à place ces banques-là. Donc nous travaillons en collaboration avec toutes les institutions, toutes les personnes, toute la société de façon générale, parce qu'il faut une sensibilisation de la base jusqu'au sommet. Les institutions financières sont doublement interpellées, protéger d'abord les intérêts financiers des clients et déjouer les attaques de ces criminels du net de plus en plus inspirés. Allez, hors de Dakar, direction Médina Gounass Yero Walou dans le département de Vélingara et la commune de Bagadadji dans le département de Kolda. Bien sur place, ces localités ont reçu la délégation du ministre de l'Environnement et du Développement durable. Ça entre dans le cadre de la visite des réalisations du programme d'appui au développement économique de la Casamance, un programme mis en œuvre par le gouvernement du Sénégal en partenariat avec le Canada. Reportage Abdoulaye Diallo. Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté dans le sud du pays, le gouvernement du Sénégal, en partenariat avec le gouvernement canadien, avait mis en œuvre depuis 2010 le programme d'appui au développement économique de la Casamance, en acronyme le PADEC. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a visité certaines de leurs réalisations. D'abord à Gounass, à Médina Gounass, pour voir une unité de transformation du miel. C'est une unité extrêmement importante qui produit jusqu'à 30 tonnes de miel. Je pense que c'est une excellente contribution du département au niveau donc du plan Sénégal émergent pour accroître les revenus des populations, lutter contre la pauvreté. Et ce sont ces aspects qui étaient aussi importants à voir. Notre contribution en termes de création de valeur ajoutée, en termes de création d'emplois. Et c'est sur cette même lancée nous avons visité une autre unité de transformation des céréales locales au niveau donc de Vélingara. Ceci nous a permis en tout cas de croire à cette approche chaîne de valeur. Plus de 3000 emplois sont créés par le PADEC, surtout en faveur des femmes. L'objectif qui nous a été assigné, c'était de toucher 10 000 opérateurs. Donc à travers toutes les activités d'appui, que ce soit le renforcement des capacités, tout comme la facilitation de l'accès aux facteurs de production. Aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 9 000, ce qui fait un taux de réalisation d'un peu plus de 90%. Mais nous pensons que le plus important pour nous, ce sont les projets productifs que nous avons financés, qui sont au nombre de 240 sur toute la Casamance naturelle et qui sont en train aujourd'hui de contribuer à la création d'emplois. Nous sommes à un peu plus de 3 000 emplois, mais aussi à l'amélioration significative des revenus des bénéficiaires. À Bagadadji, où le GIE Naforé Pinal gère l'unité de traitement et de conditionnement des noix de cajou, il rencontre par moment la concurrence des Indiens pour s'approvisionner en matières premières. Le gouvernement du Canada, partenaire du Sénégal dans le cadre du PADEC, se réjouit des réalisations de ce dit programme qui va prendre fin au bout d'un an. Et puis une nouvelle rassurante à la faveur de la paix qui s'installe dans la région sud du pays. Les populations de plusieurs villages situés à la lisière de la frontière avec la Guinée-Bissau et qui s'étaient massivement déplacées, décident de reprendre le chemin du retour. Ces populations l'ont déclaré à Niadiou dans la commune de Boutoupa, Kamarakunda. Seulement voilà, elles vont retourner dans des villages non électrifiés, sans eau potable ni électricité. Elles ont interpellé l'État à ce sujet. Boubacar Diassi. À la faveur du processus de paix en cours dans la région sud du pays,
les populations de plusieurs villages situés le long de la frontière bissau-guinéenne se retrouvent à Niadjou dans la commune de Boutoupa Camaracounda pour notamment organiser le retour de celles qui ont dû quitter à cause de la crise. L'initiative est sortie de la base aujourd'hui présentement à travers l'association LINS qui veut vraiment réunir, réconcilier et participer aux actions allant dans le cadre de la recherche de la paix. C'est pour ça que nous n'allons pas manquer de demander à nos autorités de nous encadrer encore une fois de plus, de nous accompagner dans cette belle initiative qui est sortie de la base pour permettre aux populations de retrouver forcément la paix. Nous leur réservons un accueil favorable. Nous serons à leur côté, autorités et coutumières et religieuses, autorités administratives, afin qu'ils retournent en paix dans leur bercail. Mais déjà, il semble que toutes les conditions ne soient pas réunies, car parmi les 24 villages que compte cette commune, aucun n'est électrifié. Quand on parle de développement aujourd'hui et que nous constatons que dans cette commune, nous n'avons pas d'électricité, je pense qu'il faut aujourd'hui en parler pour que les autorités étatiques puissent nous venir en aide. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que la commune de Boutoupa Camaracounda n'est pas du tout électrifiée. La commune de Boutoupa Camaracounda a un problème d'eau. La commune de Boutoupa Camaracounda a aussi un problème de désenclavement. Alors, nous lançons un appel à nos autorités afin que cette commune qui aspire retourner et vivre paisiblement puisse au moins bénéficier de l'électrification, d'eau courante, de pistes de production. Le retour au bercail concerne aussi des Sénégalais vivant dans 15 localités du nord de la Guinée-Bissau, dont celle de Sao Domingo. Dans le centre du pays, 3 bandes de voleurs d'appareils électroménagers et de bétail mis aux arrêts à Touba. Il a été trouvé par devers eux des armes blanches mais aussi le butin. Le commissaire de la localité invite les populations à être plus vigilantes. Mohamed Jojo est à la Samba. Des membres d'une bande d'agresseurs qui écumaient les localités de Touba, Mbaké et Mbour. Leur spécialité, le vol de matériel électroménager dont les téléviseurs écran plat. Une dizaine de personnes et qui chaque nuit donc rentraient dans les quartiers et s'introduisaient dans les domiciles au moyen de par effraction. Parce qu'en fait, ils ont des arrache-cours. Il y a un parmi eux qui est un maçon. Qui excellait dans l'art de démonter les fenêtres, les grilles des fenêtres. Et à chaque fois, donc, ils s'introduisaient dans les domiciles pour voler les téléviseurs écran plat, quand même qu'ils affectionnent bien. Nous avons quand même réussi à localiser le chef de bande une première fois. Malheureusement, on n'a pas pu l'interpeller à Touba. Il a pris la fuite. Et on a interpellé le même jour 2 membres de la bande. Et ce qui nous a conduit le même jour à Mbour, où on a pu quand même interpeller le chef de la bande et un autre acolyte. Parce qu'en fait, la bande avait ils étaient actifs aussi bien à Touba qu'à Mbour. Le commissaire Modou Mbaké Diagne et ses hommes ont réussi également à mettre la main sur une bande très redoutable qui s'activait dans le vol de bétail. C'est ces opérations qui nous ont conduits à interpeller une autre bande, mais il y avait une connexion parce qu'en fait, une autre bande qui s'activait dans le vol de bétail et dont l'un quand même des membres était le chauffeur attitré de la bande aussi des cambrioleurs. Et donc le véhicule a été saisi et le chauffeur quand même pris. Parce qu'en fait c'est lui qui circulait le jour et repérait les maisons à attaquer le soir. Et donc c'est le soir qu'il les transporte sur place et après, c'est lui aussi qui acheminait le butin. À l'issue de ces opérations, 3 véhicules appartenant aux bandits ont été immobilisés ainsi que du bétail. Le commissaire spécial Modou Mbaké Diagne a, au cours de sa conférence de presse, invité les populations à une franche collaboration avec les forces de police. Hors de chez nous, la page internationale de cette édition nous mène au Maroc, au Kenya, mais aussi en France. En France, où la justice a finalement mis en examen François Fillon, le candidat des Républicains à la prochaine présidentielle française. Le récit de ce tour d'horizon d'actualité internationale est signé Daniel Duffa. François Fillon, mis en examen par la justice française dans l'affaire des emplois fictifs présumés de sa famille. Le candidat des Républicains à la présidentielle s'est présenté ce mardi devant un juge d'instruction.
L'ancien Premier ministre qui rejette les accusations portées contre lui et poursuivi pour détournement de fonds publics recèle les complicités d'abus de biens sociaux. La justice lui reproche également des manquements aux obligations de déclaration à la haute autorité sur la transparence de la vie publique. Même si François Fillon a reconnu avoir commis une erreur en embauchant sa femme et ses enfants comme collaborateurs parlementaires, il maintient sa candidature à la présidentielle. 2 mois après la réintégration du Maroc au sein de l'organisation continentale, le drapeau du royaume chérifien a été hissé ce lundi au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. C'était lors d'une cérémonie en présence de l'ambassadeur du Maroc en Éthiopie, du président élu de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, de la présidente sortante de la Commission de l'Union africaine, Dlamini Zuma, mais aussi de plusieurs ambassadeurs accrédités à Addis Abeba. C'est en 1984 que Rabat avait quitté l'OUA, devenue Union africaine, pour marquer son désaccord sur le dossier du Sahara occidental. Le Maroc a réintégré l'organisation panafricaine lors de son 28e sommet qui s'est déroulé en janvier dernier à Addis Abeba, en Éthiopie. Enfin, au Kenya, les médecins ont décidé de mettre fin à une grève qui a duré 100 jours, paralysant le secteur de santé. Des responsables syndicaux représentant le corps médical ont conclu mardi un accord avec le gouvernement, même si le différend qui a mené à la grève n'a pas été résolu. Les grévistes réclament l'application d'un accord avec le gouvernement signé en 2013. Ils veulent que leur salaire actuel soit triplé. L'accord prévoyait également de recruter plus de médecins et de mieux équiper les hôpitaux publics. Quelques 5000 médecins du secteur public ont participé à ce mouvement. La grève a eu de lourdes conséquences sur les malades. Dans la page des sports que nous ouvrons tout de suite avec les Lionceaux du foot. Les U20 sont rentrés de la Zambie où ils participaient à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. C'est le ministre des Sports en personne et les membres de la fédération qui les ont accueillis à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Matarba, loin d'être déçu par les résultats des poulains de Joseph Koto, il estime que la campagne a été bonne. Il n'y a plus qu'à multiplier, selon lui, les efforts pour parfaire l'équipe et atteindre l'objectif de champion continental. Les propos de Matarba sont recueillis par notre confrère d'IGFM, El Haj Mbaye. Même si on n'a pas gagné la finale, c'est une ambition qui n'a pas été satisfaite, mais quand même ça ne gâche en rien le résultat sportif de la petite catégorie sénégalaise. C'est maintenant qu'on pense à des finales, c'est maintenant qu'on pense à une coupe. Mais il y a de cela 3-4 ans, on ne pensait même pas à une qualification parce qu'il n'y avait pas le travail qu'il fallait au niveau de la petite catégorie. Il y a quelque chose qui est en train d'être fait, il faut le renforcer, le développer et travailler dans la continuité pour effectivement participer à toutes les compétitions, que ça soit cadette, que ça soit junior, que ça soit U23 et que ça soit senior, il faut que le Sénégal soit présent. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Maintenant, pour avoir un trophée, il y a quelque chose toujours qui nous manque. On ne l'a pas encore, il faut travailler à trouver la clé de cette grande chose. Et nous restons avec le ministre des Sports. Sachez qu'un peu plus tôt dans la journée, avant de se rendre à l'aéroport Léopold Sédar Senghor pour l'accueil des Lionceaux, Matarba a minimisé l'attitude des Lionceaux qui ont fait usage de maraboutage, dit-on, lors de la finale en jetant des objets suspects dans le camp adverse. Selon lui, les gens devraient plutôt mettre l'accent sur la performance des Lionceaux. La pratique mystique dans le milieu du sport, nous en parlons, eh bien nous y restons. C'est une réalité au Sénégal selon certains observateurs. Elle est ancrée dans la société et pourtant on n'a rien gagné, il faut le dire, avec ces pratiques. Pour les journalistes sportifs interrogés par nos reporters, il faut bannir cette pratique occulte dans tous les sports pour ne pas faire croire aux jeunes que sans cela, eh bien, ils ne peuvent rien gagner. Un reportage signé par Faragning. Image qui a fait le tour du monde. Elle a même terni la performance des joueurs U20 à la CAN. Pourtant, la pratique mystique a un ancrage profond dans les sports sénégalais.
sax xam nga fan la commencé si nawetaan la njëkk a commencé ngay ñëw jour di tijji di sànni te bu fekkoon loo sànni dugal ko kon match yi ay 40 bi moo ci am. Que ce soit le sportif ou bien le non sportif, c'est dans la tête des Sénégalais. Mais pour un sportif de haut niveau, je pense qu'on doit bannir cette idée, ces pratiques. On a tendance à le voir partout au Sénégal. En tout cas, on le connaissait de la lutte sénégalaise, mais maintenant on a tendance à voir que c'est partout dans tous les sports du Sénégal. Un aspect à bannir dans tous les sports et à combattre aussi dès le bas âge pour faire croire aux sportifs que seule la performance paye. C'est des pratiques vieilles comme le monde dans le monde du sport. Mais au vu de l'évolution actuelle du sport, je crois que c'est des pratiques à bannir complètement, à extirper des pratiques sportives. Ces jeunes footballeurs, parce qu'à un moment, ils vont se dire que c'est juste la pratique mystique qui peut nous permettre d'avoir quelque chose sur le terrain, alors que d'abord c'est l'aspect purement footballistique qui doit primer. Pour nos confrères qui ont l'habitude de voir ces pratiques tous les week-ends dans les stades, estiment que les responsabilités sont partagées. À qui la faute maintenant, je ne saurais le dire. Peut-être que les responsables du championnat de la Ligue professionnelle de football vont situer en tout cas les responsabilités, pourquoi pas aller jusqu'à sanctionner. Au regard de l'ampleur du phénomène, éliminer la pratique mystique dans les sports sénégalais semble être un combat perdu d'avance. Parlons art martial et plus précisément karaté à présent. L'avenir du karaté africain face au défi de l'olympisme, c'est le thème de la conférence anniversaire du Yukokai, club 6 à Grand Dakar qui fête ses 45 ans d'existence. Selon le président du dit club, Serine Baye, le conférencier Souleymane Gueye, deuxième vice-président de l'Union africaine de karaté, a permis de comprendre la manière de se qualifier pour un karatéka qui fait une part belle à l'Afrique, dotée de 80 représentants aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. Ces propos sont recueillis par Chersadi Boudjara. Donc tous les 5 ans on fête un anniversaire. Actuellement nous sommes en train de fêter les 45 ans du club. Et à chaque fois donc il y a des manifestations qui sont prévues. Cette année donc les manifestations qui sont prévues sont des stages techniques, des passages de grade, plus cette conférence-là qui parle de l'avenir du karaté africain face à l'olympisme. Parce que comme vous le savez, le karaté va être invité aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Au départ, nous tous nous pensions que si un combattant ne participe pas donc à toutes les compétitions internationales pour aller chercher des points, il risque de ne pas pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Alors que réellement, ce n'est pas ça. C'est vrai qu'il faut y aller pour prendre certains points, mais il y a d'autres points qu'on peut aller gagner ailleurs. À la mesure où, en Afrique, on a un championnat d'Afrique une fois tous les 2 ans, même si vous gagnez des points cette année, l'année prochaine, si on ne vous voit pas sur les tableaux, vous ne perdez rien, vous conservez vos points. Ça, c'est une faveur qui est faite à l'Afrique. Et je pense que c'est une bonne chose parce que, au niveau également des Jeux Olympiques, je pense qu'ils veulent avoir tous les continents. Ce n'est pas la peine d'organiser et de laisser un continent arabe. Et c'est ça que la Fédération mondiale veut éviter. C'est pourquoi il y a 80 places qui sont réservées aux Africains. Maintenant, c'est aux Africains de faire en sorte de les gagner et d'avoir les meilleurs combattants du moment. Et également, l'Afrique subsaharienne doit également faire en sorte d'avoir de bons combattants et de ne pas se laisser dépasser par les pays maghrébins. Merci à Chersadi Boudjara, à Babacar Camara pour cet élément. Merci à vous de nous avoir suivis encore une fois. Ce journal est terminé. Prochain rendez-vous de l'information de tout en images à 0h. Ce sera l'affaire de Daniel Diouf. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Et tout de suite, je passe le témoin à Chérif pour Permanence. Bonsoir Chérif. Bonsoir Sarah et merci beaucoup. Rendez-vous demain pour le JT de 20h, toujours avec le même plaisir et le même sourire. Vous permettez? Oui. Allez, rendez-vous demain. Dans un instant, on retrouve Antoine Diouf pour le JT, l'invité plutôt de 20h qui reçoit Sidi Ndiaye de FGTS.